l'enregistrement sur cet ordinateur. Ok. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes, Ernestiens, Ernestiennes d'ici et d'ailleurs. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ici dans le zinc littéraire d'Ernest, avec une grande partie de nos chroniqueurs et chroniqueuses qui présenteront chacun leur tour des livres et des coups de cœur littéraires durant ce confinement. L'idée de ce moment ensemble est de partager avec vous des découvertes ou des redécouvertes et de vous dire pourquoi ils ont aimé lire ce livre et ils ont aimé le relire, si tant est qu'ils l'aient relu. Et ils vous en reliront tous un extrait. Alors, le premier à partager son coup de cœur, c'est Thomas Hervé. Si tu veux bien prendre la parole, c'est à toi. Bonjour. Alors, effectivement, comme on est tous confinés, difficile de se précipiter sur les nouveautés. Il y en a certaines, et notamment, moi, j'ai découvert le plaisir de pouvoir télécharger des livres, ce que je ne faisais pas avant, parce que, rapport à mon libraire. Et là, comme mon libraire, il n'existait plus, j'ai téléchargé un certain nombre de trucs. Mais finalement, je me suis rabattu sur ma bonne vieille bibliothèque et j'ai tapé Patrick Rambaud, qui est le gars qui est derrière moi. Alors, Patrick Rambaud, bon, il est quand même assez connu, je pense, des Ernestiens et des Ernestiennes. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec Patrick Rambaud, c'est que comme il a écrit beaucoup, il y a beaucoup de livres à lire. Et donc, je me suis dit, tiens, on va faire un test. On va voir si on peut l'appeler le test Rambaud. Alors, ça, c'est un bouquin. C'est Il neigeait. Alors, de mémoire, je crois qu'il neigeait, il a eu un prix. Hein. Est-ce que c'est celui-là qui a eu le Goncourt, les gars? Oui. Non, c'est la bataille. C'est la bataille. C'est la bataille. Exact. Alors, on va faire un test. Il neigeait, c'est même pas un Goncourt. Donc, de dire, c'est même pas le niveau d'un Goncourt. Il fait 320 pages. Plutôt que moi, je vous sélectionne un de mes passages favoris, ce qui, je pense, est un petit peu une gruge, parce que forcément, on peut se dire, ah bah oui, mais celui-là, il est bon, mais est-ce que tous les autres sont du même niveau? Je propose à qui veut, David, par exemple, de citer un numéro de page au pif. Ah, David, tu t'engages, hein, tu jures sur la Bible, la Torah, ce que tu veux, le Code civil, qu'on n'est pas de mèche et que les autres peuvent témoigner. C'est pas truqué, hein. Il ne témoigne pas, les autres. Non, il ne témoigne pas, il te laisse tout seul. Il te laisse tout seul. Tout seul dans mon caca. Allez, vas-y. Entre 1 et 320, un numéro au pif. Allez, 223. 223. OK. Page 223. Bonnet se plaint. Ses amis posent leurs pieds emmaillotés dans la neige rougie. D'autres succèdent aux dragons et passent à leur tour, inhumains, mécaniques. Ils avancent, les grognards. Ils avancent vers Davout qui résiste. Ils laissent après eux quelques-uns de leurs camarades de bivouac. Ils entendent une détonation quand un blessé réussit à poser le canon de son pistolet sur sa tempe et, d'une main fébrile, presse la détente. Ils avancent. S'ils évitent de baisser les yeux sur les mourants, ils garderont longtemps en mémoire leurs prières et leurs insultes. À moins qu'ils ne les rejoignent dans 1 minute ou dans 1 heure, ils marchent vers leur tombe, mais avec l'empereur. Alors là, j'ai envie de demander à mes religionnaires, à mes petits copains, est-ce que ça, c'est pas un test réussi? Ouais, je vote oui. Bravo. C'est impressionnant. Excellent. Putain, le mec, il tient le test Rambaud. Voilà. Alors, on peut faire ça, on peut inventer chez Ernest le test Rambaud. C'est-à-dire qu'on prend un auteur qu'on aime bien. Moi, pourquoi je l'ai pris, c'est évidemment pour tout ce qu'il a fait sur les hommes politiques. Alors, toutes les chroniques de Nicolas Sarkozy, il ne faut pas oublier. Les chroniques, il en a fait 2 avec... tiens, j'ai oublié son nom aussi. Avec Hollande. Et puis, Emmanuel le Magnifique. Et moi, comme c'est un styliste, et que je pense qu'en cette période de confinement, on a besoin de style, la poésie sauvera le monde, comme disaient les idéaux platoniciens, le beau, le vrai, le bon, on a besoin de ça, on a besoin de se nourrir de ça. Et bien, franchement, ça fait du bien. Donc, voilà pourquoi je recommande à tout le monde la lecture de Patrick Rambaud. Eh bien, merci Thomas pour ce partage. Je vais passer la parole à Jérémy. Très bien, merci Thomas, j'ai trouvé ça remarquable et en plus je vois qu'en fond d'écran tu as finalement ceux pour qui peut-être la survie va être plus importante, à savoir les fumeurs, parce que si on apprend que la nicotine empêche d'attraper le Covid, ceux qui fument des clopes et qui roulent en diesel vont finalement se sauver de cette mauvaise passe, et donc rien que pour ça, bravo pour ce choix. Alors moi j'ai pris
en fait, déjà un auteur que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé dans Ernest, qui s'appelle Denis Grozdanovic. Denis Grozdanovic, c'est un ancien champion de tennis, c'est un ancien champion de squash. Et d'abord, je l'ai choisi pour tous les autres livres qu'il a fait, avant de vous parler de celui que j'ai choisi, parce qu'en fait, il parle de plein de choses qui font écho à ce qu'on est en train de vivre. Il a fait un livre qui s'appelle La puissance discrète du hasard. Or, à l'heure de l'attestation et des attestations, on n'a plus trop de place pour parler du hasard et pour le hasard d'une rencontre et le hasard d'une découverte aujourd'hui dans la société. Il a fait un petit livre qui s'appelle Le petit éloge du temps comme il va. Et autant lui dire que le temps comme il va est assez morose en ce moment, et avec les loisirs chronophages que l'on a, c'est assez difficile de refaire l'éloge du temps comme il va. Et il a parlé aussi dans un petit livre qui s'appelle Le petit traité de désinvolture, de tous ces désinvoltes. Et voilà, quand on doit tous respecter les mêmes règles dans un temps donné, il est difficile de faire preuve de désinvolture. Le livre que j'ai choisi s'appelle Le génie de la bêtise. Il est sorti chez Grasset en 2017. Et en gros, je l'ai choisi parce que comme je comprends rien à ce qui se passe, comme je comprends rien au débat scientifique, comme tout ça est beaucoup trop intelligent pour moi et que ça dépasse mon entendement, j'ai choisi ce livre-là parce qu'en fait, dans ce livre, l'auteur, Denis Grozdanovic, fait l'éloge finalement de tous ceux qu'on appelle les simples d'esprit, de tous ceux qu'on appelle les idiots du village, en disant que finalement, souvent chez eux, on retrouve une intelligence, une clarté d'esprit, une clarté spirituelle qui est souvent plus importante que chez ceux que l'on croit être les intelligents et les grands esprits de ce temps-là. Et comme d'habitude avec lui, dans ce livre, il mélange à la fois beaucoup d'observations qu'il fait au quotidien. Et pareil, ça m'a fait écho à la situation dans laquelle on est, parce qu'on ne peut plus avoir, nous, le loisir de se promener dans la rue pour regarder les comportements sociaux pendant des heures et des heures assis sur un banc. Et donc, rien que pour ça, il faut évidemment lire ce livre. Et puis, ça regorge de pépites philosophiques, littéraires ou autres. Et j'ai choisi ce livre parce que je me souvenais d'un petit passage, justement, où Denis Grozdanovic nous parle d'un jeune enfant, lorsqu'il était lui-même enfant, qui s'appelle Valentin et qui était justement, lui, un simple d'esprit. Il allait le voir, c'était un des cousins de sa grand-mère, il allait le voir à la campagne pendant justement les vacances d'été. Et je me souvenais de ce livre parce qu'il y avait un petit passage qui m'avait marqué sur le temps et sur le temps qui passe. Et donc, il décrit justement une de ces rencontres avec ce simple d'esprit un peu farouche qui est Valentin. Donc, il dit « Un certain jour, alors que nous étions assis sur un tertre dans une clairière à guetter des chevreuils et qu'aucun ne se montrait, Valentin, je précise qu'il savait dire l'heure avec exactitude à tout moment, me saisit le poignet et désignant du doigt la petite trotteuse qui courait sur le cadran de la montre que mon père m'avait offerte récemment, me demanda « Elle revient toujours au même endroit ?» D'abord un peu désarçonné par cette question, je crus comprendre ce qu'il voulait dire et je lui répondis « Oui, elle tourne en rond, mais alors elle avance pas. » Eh bien, la vérité est qu'à l'âge qui était le mien, je n'aurais su faire face au point de vue idiot, au sens propre du terme, que sous-entendait cette question saugrenue. Valentin ajouta alors pensif, « Elle s'ennuie, je crois. On dirait un insecte dans une boîte. Moi, si je pouvais, je la laisserais partir. » Eh ben, je pense qu'on est un peu tous pareils. On s'ennuie, je crois, et on est tous un peu des insectes dans des boîtes. Mais on nous laisserait tous partir. Voilà pourquoi je recommande ce livre-là de Grozdanovic, Le génie de la bêtise. Merci Jérémy pour ce partage. C'est qui m'a fait penser au livre de Paul Vaca aussi, Les vertus de la bêtise, qui est paru aux éditions de l'Observatoire, dont on avait parlé sur Ernest. Je vais passer la parole maintenant dans un univers différent à Robin, si tu veux prendre la parole. Oui, alors moi je voulais non pas vous présenter un livre, mais une maison d'édition. Une maison d'édition, alors au prétexte que la crise actuelle et celle qui va suivre va d'abord toucher les petites maisons d'édition. Voilà, il faudra donc les aider. Alors, la maison d'édition en question, c'est Des Rangs dans l'eau. Des Rangs dans l'eau, non pas EAU, mais la lettre O. C'est 15 ans d'édition. 15 ans d'édition cette année. Ils auraient évidemment rêvé d'autre chose qu'une crise pour fêter ça. Et c'est un catalogue composé d'albums jeunesse, de bandes dessinées jeunesse ou encore de bandes dessinées ados-adultes. Alors, je vais faire un focus sur ces deux dernières catégories.
Et vous pourrez aller découvrir leur catalogue d'albums jeunesse sur leur site, qui viennent d'ailleurs de refaire. Très joli. Alors, dans les 3 cas, la ligne éditoriale, c'est la même, à savoir parler de la société d'hier et d'aujourd'hui pour défendre des idées humanistes, lutter contre toute forme de discrimination, que ce soit sous forme de fiction, de documentaire, d'œuvres collectives. Donc, des ronds dans l'eau défend est-ce qu'on arrive à voir, les droits des femmes. Ça, c'est un collectif qui a plusieurs volumes avec pas mal de grandes signatures de la BD qui ont bossé sur cette thématique. Il y a des albums sur cette même thématique des droits des femmes. Je pense à De Rose et de Noir, La force des femmes qui est sorti récemment sur des femmes africaines. Les migrants sont évidemment une thématique qui revient souvent dans ce catalogue, avec des témoignages. Etenesh, c'est le parcours d'une migrante qui vit aujourd'hui en Italie. C'est un auteur italien. J'en reparlerai rapidement tout à l'heure. Paolo Castaldi. Les migrants aussi qu'on retrouve à travers CRA, qui est donc pareil, là aussi un ensemble de témoignages recueillis en centre de rétention administratif. Les migrants d'hier et d'aujourd'hui, il y a évidemment Maria et Salazar. Un auteur qui s'appelle Robin Walter. Voilà. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis auteur de BD. Et sur Ernest, je fais mensuellement une petite BD d'une quinzaine de vignettes, qui sont d'ailleurs, ces bandes dessinées sont parfois indépendantes les unes des autres, ou alors parfois il y a des histoires que je feuilletonne, comme c'est le cas en ce moment, où je raconte les voyages et les rencontres que j'ai faites avant de raconter l'histoire de mon grand-père résistant déporté. Et je dois l'avoir par là aussi, le bouquin, c'est finalement sur Ernest, donc je fais la genèse de ce bouquin, Gazette Dora. Des ronds dans l'eau, donc travaille aussi sur ce devoir de mémoire. On a des bouquins de la BD jeunesse avec Jules B. Là, on est sur les thématiques des justes. On a une autre BD qui vient de sortir. Elle est sortie juste avant le confinement. Si je reviens un jour, les lettres de Louis Pikowski. Là, on est donc encore de la BD jeunesse. J'ai eu la chance de le lire. Les auteurs sont partis de lettres retrouvées qu'une jeune et brillante lycéenne juive écrivait à sa professeure de français. Et jusqu'à sa déportation, ils ont reconstitué sa vie durant cette période avec un gros travail de recherche et de témoignage à lire absolument et à mettre entre toutes les mains de tous à partir de 10 ans. Un petit mot sur les sorties prévues en juin, parce qu'il faut retourner en librairie. Ils ont besoin de vous. Une belle BD collective, Promenade de la mémoire, sur des témoignages de victimes de l'attentat de Nice. Vu la qualité des auteurs, Edmond Baudouin, Jeanne Puchol, Joël Alessandra, ça devrait être poignant. Et un mot également sur Zlatan, le fameux Paolo Castaldi dont je vous parlais tout à l'heure, qui est fan de foot et qui a écrit sur le footballeur, donc la star de football Ibrahimovic. Mais ce qui l'intéresse, c'est son parcours de migrant, puisque Ibrahimovic est suédois, mais d'origine bosniaque par son père et croate catholique par sa mère. Donc voilà, donc Des ronds dans l'eau, c'est aussi de la BD sur la société par le prisme du sport. Moi, j'ai réalisé Prolongation qui est sur la place du foot dans la société. Et je pense aussi à une autre BD, Rêve sur le toit du monde, qui est sur la première équipe nationale du Tibet. Donc, voilà, il y a toute cette idée-là. Il y a plein d'autres BD sur les banlieues, sur le troisième âge, sur l'Afrique, sur le Liban. Il faut lire Des ronds dans l'eau.
Merci Robin pour ce partage. On peut d'ores et déjà commander les livres dont on parle sur je soutiens mon libraire.fr. Vous pouvez réserver vos livres et même parfois profiter d'un click and collect qui est mis en place par certains libraires. Donc je soutiens mon libraire.fr. Et je vais passer la parole maintenant à Virginie Bégodeau. Bonsoir à tous. Alors moi, je suis sur Ernest mensuellement pour écrire la chronique érotique, Petit cochon. Je sais que vous le lisez. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Donc, on est tous en confinement et j'avais pas forcément la tête à vous lire des mots érotiques, mais ce genre de choses. Par contre, j'avais envie de vous présenter un roman, une dystopie que j'adore, qui est sorti il y a quelques mois maintenant, que vous en avez peut-être entendu parler. C'est Une machine comme moi de Ian McEwan. Donc, je ne sais pas si vous avez ça dans votre bibliothèque. Vraiment, Thomas a apprécié. Ah voilà, il est canon, on est d'accord. Tant le sujet qui est hyper d'actualité, hyper tendance sur le côté intelligence artificielle, les séries les dévorent, les écrivains adorent, mais c'est surtout les beaux mots, les belles lettres en fait du roman. Alors en tout cas, le traducteur a été extrêmement talentueux. Et du coup, voilà, j'avais envie de vous faire partager ça en cette période un petit peu compliquée pour tout le monde. Donc moi, je vais vous lire un extrait. Je ne fais pas le test Rambo, hein, comme dirait Thomas, parce que je trouve que ce serait un peu compliqué pour ce roman-là. Donc je vais vous lire un petit extrait, ne serait-ce que pour vous donner un avant-goût pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce qu'il est vraiment chouette. Adam m'ennuierait-il un jour? Il n'était pas facile de dicter des mails en luttant contre le remords après un tel achat. D'autres personnes, d'autres esprits continueraient sûrement à nous fasciner, lorsque les êtres artificiels nous ressembleraient jusqu'à devenir comme nous, puis supérieurs à nous. Jamais nous le serions d'eux. Ils nous surprendraient forcément. Ils pourraient nous trahir de différentes façons qui dépassaient l'imagination. La tragédie était possible, mais pas l'ennui. La corvée, c'était la perspective d'affronter le manuel de l'utilisateur, les instructions. J'avais dans l'idée que toute machine incapable de vous montrer par son fonctionnement comment s'en servir ne valait pas le coup. Obéissant à un réflexe démodé, je me mis à imprimer ce manuel, puis à chercher un classeur tout en continuant à dicter des mails. Je ne réussissais pas à me voir comme l'utilisateur d'Adam. Je supposais qu'il n'y avait rien à apprendre sur lui qu'il ne puisse m'enseigner lui-même. Ce qui est assez fou dans ce texte, en fait, c'est qu'on est en 1982, 1983 dans l'histoire, mais ils ont 100 ans d'avance sur nous et ils partent du principe qu'Alan Turing n'est pas mort et que c'est lui qui a créé toute cette intelligence artificielle qui les dépasse complètement. Et c'est les premiers utilisateurs d'un Android humain, quasiment humain, à un prix défiant toute concurrence. Façon de parler, Thomas. Voilà. Mais c'est comment, en fait, ils vont appréhender cette nouvelle machine. C'est l'histoire d'un jeune homme qui fait pas grand-chose de sa vie dans l'Angleterre plus ou moins contemporaine et qui va, lui, se trouver un rival face à cette machine qui s'appelle Adam. En tout cas, c'est un livre formidable et j'espère que les Ernestiens et les Ernestiennes iront le chercher en librairie parce qu'il est vraiment sorti il n'y a pas très très longtemps, j'aurais dit peut-être quelques mois. Et donc, en fait, il est toujours en rayon et c'est peut-être le moment de lire un super. Donc, voilà. Merci Virginie, le message est passé et on va enchaîner tout de suite avec Alain Louillot, si tu peux nous dire ce que tu nous as réservé aujourd'hui. Oui, eh bien, comme vient de le dire Virginie, c'est vrai que la période est compliquée puisque ma bibliothèque est confinée dans un camion de déménagement et que j'ai trouvé refuge dans un gîte de montagne. Alors, évidemment, là, je n'avais pas l'embarras du choix comme livre et je vous propose juste quelques lignes d'un grand classique, même si ce n'est pas très original, mais c'est une valeur on ne peut plus sûre, puisqu'il s'agit évidemment du début de Salammbô. Bon, j'ai pendant une trentaine d'années parcouru le monde comme journaliste et c'est vrai que la puissance évocatrice, même si Salammbô tient plus du conte des Mille et une nuits que du roman historique, la puissance évocatrice et le sens des détails de Flaubert pour raconter les ténèbres de la République de Carthage est quelque chose d'extraordinaire et je pense qu'il est vraiment au sommet de son art. Donc,
juste quelques lignes, mais que vous connaissez tous, mais je pense que c'est bien de revenir de temps en temps aux grands classiques. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. Les soldats qu'il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin pour célébrer le jour anniversaire de la bataille d'Eryx, et, comme le maître était absent et qu'ils se trouvaient nombreux, ils mangeaient et ils buvaient en pleine liberté. Les capitaines, portant des cothurnes de bronze, s'étaient placés dans le chemin du milieu, sous un voile de pourpre à franges d'or, qui s'étendait depuis le mur des écuries jusqu'à la première terrasse du palais. Le commun des soldats était répandu sous les armes, où l'on distinguait quantité de bâtiments à toit plat, pressoirs, celliers, magasins, boulangeries et arsenaux, avec une cour pour les éléphants, des fosses pour les bêtes féroces, une prison pour les esclaves. Des figuiers entouraient les cuisines. Un bois de sycomore se prolongeait jusqu'à des masses de verdure, où des grenades resplendissaient parmi les touffes blanches des cotonniers. Des vignes, chargées de grappes, montaient dans le branchage des pins. Un champ de roses s'épanouissait sous des platanes. De place en place, sur des gazons, se balançaient des lys. Un sable noir, mêlé à de la poudre de corail, parsemait les sentiers, et au milieu, l'avenue des cyprès faisait d'un bout à l'autre comme une double colonnade d'obélisques verts. Voilà, je voulais vous faire partager un petit peu ce début de Salammbô. Merci pour ce voyage, Alain. Et en tout cas, je sais pas pour vous, mais il y avait le goût du jus de grenade, notamment pour moi, dans ce partage que tu viens de nous faire. Je vais passer d'un classique de la littérature à un classique peut-être de la politique. En tout cas, je vais passer la parole à Frédéric Potier. Bonjour à tous les amis. Moi, je voulais vous faire une petite présentation d'un style que j'aime beaucoup comme ouvrage, qui est la biographie historique ou politique. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de ce genre-là et on a la chance en France d'avoir des auteurs très talentueux. Je pense à Michel Vinocq notamment, avec une très très belle biographie du Tigre, Clémenceau. Je pense aussi à tous les ouvrages de Kersaudy sur Churchill, un petit ouvrage de la grande historienne Mona Ozouk sur Jules Ferry. Et j'ai eu envie, moi, de reprendre dans ma bibliothèque la très très belle biographie de Pierre Mendès France par Jean Lacouture. Alors, c'est un ouvrage assez exceptionnel que ce Pierre Mendès France, parce que Mendès France décède en 1982 et Jean Lacouture arrive à avoir une série d'entretiens avec Mendès France autour des années 1980-1981. Et donc, on a là une biographie qui est en quelque sorte commentée par eh bien, le principal intéressé. Et c'est ça qui est assez fantastique, c'est-à-dire que Jean Lacouture fait à la fois l'histoire de Pierre Mendès France, il retrace son parcours assez extraordinaire, il retrace toute la période de la 4e République, de la Résistance, de son opposition à la 5e République, et il fait donc commenter à chaque fois Pierre Mendès France les événements qu'il a lui-même vécus. Et donc, en quelque sorte, on est dans une forme de biographie romancée. On est complètement plongé dans ces années 40, 50, 60, 70. Et c'est quelque chose d'assez incroyable. Je crois que ce type de biographie nous manque un peu d'ailleurs. Moi, j'ai pu observer que les biographies actuelles sont peut-être un peu plus sèches, un peu moins, on va dire, romancées, écrites, littéraires. On est peut-être dans un travail plus d'historien et d'archiviste que sur des journalistes, comme l'était Jean Lacouture, qui voulaient vraiment plonger leurs lecteurs dans ces époques-là. Et donc, voilà, cette très belle biographie de Pierre Mendès France que je vous recommande, avec en toile de fond quelques repères, quelques réflexions qui peuvent nous intéresser aujourd'hui sur la place du politique, le rôle de l'expert, les mutations de l'économie, la façon de transformer la société, les problématiques autour de l'union de la gauche. Pierre Mendès France a vécu à une époque où socialistes, radicaux, communistes étaient très divisés. Et donc, on a en toile de fond beaucoup d'événements qui peuvent nous donner à réfléchir. Et donc, voilà, je voulais vous recommander vraiment cette biographie de Pierre Mendès France, qui est un vrai classique, hein, qu'on lit à Sciences Po, qu'on lit à l'ENA. Et oui, à l'ENA, on lit, je suis là pour en témoigner. Et je vais peut-être vous lire un tout petit passage. Alors, je n'avais pas prévu de le faire et je ne suis pas dans une position technique absolument confortable pour le faire, mais ça va être un exploit
que je vais tenter en direct. Et donc, Jean Lacouture écrit quelques lignes sur un discours extrêmement important de Pierre Mendès France, qui est celui du 17 juin 1954. Il est un peu plus de 15 heures, ce 17 juin 1954, dans la lumière d'aquarium qui, au Palais Bourbon, enveloppe d'irréalité maussade les faits et gestes des élus de la nation. Pierre Mendès France, député de l'Eure, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, sous-secrétaire d'État au Trésor du deuxième gouvernement Blum, ancien ministre du général de Gaulle, monte à la tribune. Il a été désigné 4 jours plus tôt par le président Coty pour former, après 9 ans d'exil du pouvoir, le 15e gouvernement de la 4e République. Il a 47 ans, il les paraît à peine, trapu, la taille un peu courte, vêtu de sombre à son ordinaire, il escalade les marches avec une gravité presque romaine. Ambition, vocation, abnégation, orgueil, il est totalement voué au service public. Tous ceux qui le considèrent en cet instant solennel savent que cet examen de passage de l'investiture parlementaire, si banal et répétitif en ces lieux, c'est un homme différent qu'il affronte aujourd'hui pour en faire une épreuve différente, une perspective différente. Ce n'est pas seulement un chef de gouvernement de plus que l'on va investir ou rejeter, mais une volonté forte en vue d'un projet neuf. Ce qui est en jeu, c'est un changement de politique, une rupture, d'où l'attente passionnée des uns, d'où l'irritation contenue des autres. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la littérature, on n'est pas du tout dans le commentaire de faits historiques ou d'archives, on est vraiment complètement plongé avec Mendès France, on est à ses côtés, on est un peu son conseiller parlementaire ou son directeur de cabinet, son conseiller politique, et donc dans un moment où nos hommes et nos femmes politiques sont soumis à rude épreuve et doivent prendre des décisions extrêmement difficiles dans un contexte qu'on n'a jamais connu, c'est peut-être pas mal de se replonger dans ce qu'a été la vie d'un homme d'État. Merci Fred pour ce partage. On a fait du classique littéraire, des romans qui viennent de sortir et de la BD. C'est Ernest, ici on est chez Ernest, c'est toutes les littératures, tous les livres et tous les styles. Et je vais passer la parole à Tanguy pour le partage qu'il a envie de nous faire ce soir. Oui, bonsoir à tous. Alors, vous le savez, on est tous en train de subir une période insupportable qui nous bloque totalement dans nos envies, qui nous ramollit l'esprit, ramollit le physique. Sortir, respirer dehors est devenu un besoin primaire qu'on n'arrive plus à renflouer. Ce qu'on veut, c'est évidemment pouvoir bouger, soit par le sport, soit par autre chose, mais surtout avoir des raisons de pouvoir se donner la pêche chez soi. Et puisque la littérature le permet, mais en étant souvent assis, moi j'ai décidé de vous reparler d'un livre que j'ai découvert il y a quelques années, qui s'appelle Novecento, pianiste, par Alessandro Baricco, qui est un livre qui parle de musique. Et pourquoi je voulais vous parler de musique, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les playlists spéciales confinement dont nous abreuve Apple, Deezer et compagnie, qui nous permet aujourd'hui de retrouver justement cette patate qui nous manque. C'est aussi grâce à des moments qui nous permettent soit de nous retrouver, soit de nous évader, comme le permet la lecture. Alors avec ce bouquin, ça permet de faire les deux. Car Novecento, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas lu, les Ernestiens et Ernestiennes, qui ne le connaissent pas, c'est le récit d'un enfant qui a été trouvé sur un bateau, un transatlantique, le Virginia, qui traverse l'Atlantique entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, mais plusieurs voyages, il traverse les continents. Et cet enfant a été trouvé, il est orphelin, il a été trouvé par un vieux marin qui travaille sur ce bateau depuis des années. On lui donne le nom de Novecento. Je fais bouger mon écran, pardon. On lui donne le nom de Novecento parce qu'il a été découvert en 1900, qui est la première année de ce nouveau siècle. Et cet enfant se découvre une passion, et plus tard, on découvre chez lui un génie pour le piano. Et le récit que fait Baricco, en fait, est dit par la voix d'un trompettiste de l'Atlantic Jazz Band qui joue pour distraire les passagers de ce navire durant la traversée. Et il raconte l'histoire de Novecento, qui est insensé, un orphelin découvert par hasard, qui grandit, qui tout d'un coup se découvre une passion pour le piano et qui devient petit à petit le plus grand pianiste du monde. C'est-à-dire que sa réputation dépasse le cadre simplement de ce navire. À chaque escale, ceux qui descendent de ce bateau font le témoignage de ce qu'ils ont entendu, de ce personnage incroyable qu'ils ont découvert, ce qui fait qu'il y a toute une légende qui se crée autour de Novecento, jusqu'à atteindre
un des plus grands pianistes de jazz au monde, qui s'appelle Jerry Roll Norton, qui se prévaut d'ailleurs d'avoir inventé le jazz. Et lui ne supporte pas de pouvoir avoir un rival qui, en plus, semble parcourir les mers. Donc, il y a comme un mythe qui parcourt un peu l'histoire de Novecento. Il décide de prendre des billets et de faire la traversée pour aller effectivement rivaliser avec Novecento. Et le morceau de bravoure de ce livre, qui est en fait un monologue, c'est justement le récit de ce duel entre Novecento, qui est provoqué par Jerry Roll Norton. Alors, Jerry Roll Norton, il invite Novecento à jouer face à lui pour qu'une bonne fois pour toutes, lui-même et le public puissent décider qui est le meilleur pianiste du monde. Et le morceau que je vous propose de lire est en fait justement la fin de ce duel. Jerry Roll Norton a ouvert le bal avec un morceau magnifique de jazz que tout le monde applaudit, tout le monde reconnaît le génie de ce pianiste. Novecento prend la suite en se moquant un peu de Norton en jouant un morceau très classique. S'ensuit une deuxième session où là encore les deux pianistes rivalisent de génie. Et finalement tout ça énerve un petit peu Novecento, car le dernier moment où Jerry Roll Norton lui dit « à toi de jouer, marin », il lui donne une petite insulte, Novecento décide de lui régler son compte. Et je vais vous lire le passage qui est absolument prodigieux. Alors, Novecento écoute le dernier morceau joué par Norton et dit à son ami « mais il est complètement con, ce type. Donne-moi une cigarette, tiens. » Et là, je prends la lecture. J'étais tellement ahuri que j'en ai pris une et je lui ai donné. Je veux dire, il ne fumait pas, Novecento. Il n'avait jamais fumé jusque-là. Il prit la cigarette, pivota sur ses talons et alla s'asseoir au piano. Il lui fallut un peu de temps pour comprendre dans la salle qu'il s'était assis et que si ça se trouve, il voulait peut-être même jouer. On entendit 2 ou 3 plaisanteries lourdes et des rires, quelques sifflets. Les gens sont comme ça, méchants avec ceux qui perdent. Novecento attendit patiemment qu'il se fasse une sorte de silence autour de lui. Puis il lança un regard à Jerry Roll Norton, qui était là, au bar, debout, en train de boire une coupe de champagne, et il lui dit tout bas « Tu l'auras voulu, pianiste de merde. » Puis, il posa ma cigarette sur le bord du piano, éteinte, et il commença. Alors là, il y a un interlude dans le texte qui, en fait, permet de faire entendre la musique jouée par Novecento, et on reprend le texte. Le public avala tout ça sans respirer, en apnée, les yeux vissés sur le piano et la bouche ouverte, comme des parfaits imbéciles. Et ils restèrent là, sans rien dire, complètement éberlués, même après cette dernière charge meurtrière d'accords qui avait l'air d'être jouée à 50 mains. On aurait cru que le piano allait exploser. Et dans ce silence de folie, Novecento se leva, prit ma cigarette, se pencha un peu vers le piano, par-dessus le clavier et approcha la cigarette des cordes. Un grésillement léger, il s'écarta et la cigarette était allumée. Je le jure, bel et bien allumée. Novecento la tenait à la main comme une petite bougie. Il ne fumait pas, il n'avait jamais fumé. Il n'arrivait même pas à la tenir entre ses doigts. Il fit quelques pas et arriva devant Jerry Roll Norton. Il lui tendit la cigarette et lui dit « Tiens, fume-la, moi je ne sais pas fumer. » Voilà. Alors à travers ce morceau de bravoure à la fois musical qu'on devine et d'écriture, moi j'ai été totalement emballé. C'est un texte que j'ai tellement adoré que j'étais allé le voir, puisqu'il a été joué par beaucoup de compagnies de théâtre. Moi j'avais été quelques années pour aller voir Jean-François Balmer qui le jouait sur scène, qui m'avait totalement transporté. Cette façon qu'il avait eu seul sur scène de pouvoir vous emmener à la fois dans les voyages parcourus par ce navire et puis l'univers très spécifique que Baricco nous décrit de la personnalité de Novecento. Voilà, j'avais adoré. Et c'est un livre que, durant ce confinement, j'ai conseillé de lire à ma fille, qui a 14 ans, qui joue du piano depuis 4-5 ans. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux nourrir ton imagination, parcours ce bouquin. Et je vous invite, vous, Ernestien et Ernestienne, à le lire. Vous allez voir que ça va vous donner une énergie folle. C'est un livre qui se lit en 1 heure. Vous pouvez mettre une petite musique en fond sonore, soit du jazz, soit du blues. Vous allez voir, vous serez transporté. Merci Tanguy pour ce partage. Alors, comme je vous avais demandé de jouer ce jeu, je vais le faire aussi moi-même. Du coup, j'avais décidé de vous parler
d'un livre qui fait du bien, d'un livre qui est très poétique et qui nous emmène vers la tendresse, vers la douceur et vers la drôlerie. Ce livre, c'est J'aurais voulu être un Beatles de Jérôme Attal qui est paru aux éditions Le Mot et le Reste. Et c'est un livre dans lequel Jérôme Attal raconte comment la musique des Beatles et comment la musique en général influe sur nos vies et comment la musique des Beatles a joué un rôle très très important dans sa vie. Et peut-être, c'est la question qu'il nous pose, a-t-elle joué un rôle dans notre vie aussi? C'est un livre qui est fait de petites nouvelles, pleines de sensibilité et de romantisme. On le lit comme on l'écoute finalement une chanson des Beatles avec du plaisir joyeux, comme quand on retrouve des amis. Allez-y, vous allez seulement passer un bon moment, un très bon moment de lecture, et puis vous en souviendrez longtemps et vous soutiendrez en plus une petite maison d'édition très chouette qui s'appelle Le Mot et le Reste et qui fait beaucoup de livres autour de la musique notamment et autour des Beatles aussi. Je vais vous lire un extrait d'une petite nouvelle qui s'appelle « Courir après les gens qui vous quittent ou attendre qu'ils reviennent ». J'ai découvert la musique des Beatles à une époque où ils étaient séparés depuis longtemps. N'ai pas connu les frissons de la patience dans l'annonce d'un nouvel album, ni vécu à leur rythme une décennie faite de péripéties culturelles et politiques, d'expérience et d'audace musicale, en immersion dans l'état d'esprit d'une époque qui m'aura permis de mieux saisir l'apparition de telle ou telle chanson. Et pourtant, après le silence tardi, relatif suite aux parutions de Rubber Soul et Revolver, j'aurais aimé brûler d'impatience et me dire « Mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils fabriquent ?» Puis me prendre Strawberry Fields Forever en pleine poire. Et même s'il y est plutôt question de fraises, bénis soient les contemporains de l'attente. Ceux qui découvrent une œuvre magistrale au moment précis où elle s'écrit, voient le jour, s'exposent, se donnent. Harry Potter, Game of Thrones, la discographie des Beatles. Il n'y a rien de plus délicieux que d'être invité à monter à bord. The singer is going to sing a song and he wants you to sing along. Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. Au lieu d'arpenter le chemin de mon impatience à côté de leur création, je les ai découvertes d'un bloc, dans la boulimie maladroite de 2 albums de compilation, des années après la bataille. Cependant, cette rencontre eut lieu au début de mon adolescence, période où le temps s'écoule lentement, où durant les vacances d'été, les journées paraissent éternelles, longues et épuisantes comparées à la vitesse à laquelle se déploie le corps. Il y a beaucoup de vide et de temps libre pour écouter un disque et le faire sien, s'y réfugier comme dans une chambre parfaite, élire et préférer une chanson pendant des heures et des semaines, puis, distraitement d'abord, et avec une ferveur inconnue ensuite, s'attacher à une autre chanson, comme on tombe amoureux peut-être à cet âge. Ainsi, il vaut mieux s'exercer sur les chansons que sur le cœur des personnes qu'on rencontre, ça fait moins de mal à tout le monde. Après, dans les péripéties de la vie d'adulte, il n'y a plus beaucoup de temps pour écouter les albums convenablement. On grappille une chanson par-ci, par-là, comme on attrape un métro ou un bus d'un point à l'autre de sa journée. On peut passer à un autre chanteur, comme on change d'habitude alimentaire, sans que cela semble opérer un grand bouleversement, une sorte de trahison merdeuse ou salutaire. On a moins le temps de laisser une musique s'inscrire profondément dans notre vie, puisque finalement, on n'a même plus le temps de courir après les gens qui nous quittent ou d'attendre qu'ils reviennent. Voilà, c'était ce petit passage de Je voudrais être un Beatles de Jérôme Attal que j'avais envie de partager avec vous. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si vous avez aimé ce zinc littéraire d'Ernest, vous pouvez nous rejoindre sur ernestmag.fr. Vous pouvez réserver tous les livres dont nous vous avons parlé sur le site je soutiens monlibraire.fr avec toutes les librairies qui préparent déjà des commandes et qui pré-réservent des livres. N'oubliez pas que chaque mois sur Ernest, chaque semaine, Robin raconte en BD la genèse de l'un de ses albums. Tanguy attrape les livres sur leur couverture et nous en parle. Jérémy nous donne des clés littéraires pour survivre dans le monde contemporain. Alain réalise des grands entretiens. Thomas déniche des pépites. Frédéric nous déniche, lui, les essais transformés qu'il faut lire. Et tandis que Virginie nous émoustille avec la littérature érotique. Voilà, Ernest, c'est donc 5,90 € par mois et 55 € à l'année pour un site sur lequel les livres dialoguent avec le monde et le monde dialogue avec les livres. J'espère à très bientôt et merci à tous de nous avoir suivis. Salut tout le monde. Salut, merci David. Merci à vous. Salut. Salut.